à l'entendre mon propos, je salue et rends un vibrant hommage à mes chers maîtres, Ablaye Eliman Kane, Ablaye Bara Diop, Boubacar Ly, Mamoudou Diagne, au nom de toutes ces générations que vous avez formées, avec rigueur et générosité, je vous rends, chers maîtres, un vibrant hommage. Donc je vous salue tous, les amis de Amadou Ali Dieng, ses compagnons, ses lecteurs, sa famille. On nous a saisis pour nous dire, le 13 mai, c'est l'anniversaire du décès d'Amadou Ali Dieng. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? Je m'en suis entretenu avec Abdoulaye Diallo et le professeur Bouba Diop, et on a concocté quelque chose de très symbolique, mais qui nous semble assez révélateur de l'attachement que les Sénégalais ont eu et continuent à avoir à l'endroit d'Amadou Ali Dieng. Il y a, je crois, un an, Diallo, Harmattan Sénégal, m'avait dit son vœu de baptiser la salle dans laquelle nous sommes du nom d'Amadou Ali Dieng. Quand on s'est concerté, il m'a dit c'est l'occasion qu'à 13 mai qu'on puisse faire ça. Il y a, je crois, 4 ans, en 2012, je parle sous le contrôle du professeur Ablaye Bara Diop, à Saint-Louis, nous avions choisi comme parrain de la fête du livre Amadou Ali Dieng. À cette occasion, nous avions fait le plaisir et le devoir de collaborer avec la bibliothèque universitaire de Gaston Berger pour cueillir des témoignages. Ça nous a donné un documentaire qu'on va vous montrer. Donc après mon speech, on aura ce documentaire. On aura le mot de bienvenue de l'ami éditeur de Amadou Ali Dieng. On aura quelques témoignages, dont celui d'Ngaïde, son compagnon matinal, qui a aussi écrit 2 ouvrages sur Amadou Ali Dieng. Évidemment, la famille, au nom de laquelle parlera Baydi Dieng. Et ensuite, spontanément, s'il y a des amis, des profs, des lecteurs qui aimeraient témoigner, on le fera dans le cadre d'un timing, parce qu'après on passera à l'acte inaugural de la salle. Et on a pensé qu'il n'est pas tellement mauvais de terminer autour d'un verre de l'amitié. Donc voilà, mesdames, messieurs, ce que nous proposons comme programme. Ce n'est pas trop robuste, trop dense, mais nous pensons que c'est assez symbolique pour tous ceux-là qui ont une estime toujours renouvelée à l'endroit de Amadou Ali Dieng. Mais on retiendra 3 notions, 3 mots clés. Exigeant envers lui-même, intégrité et générosité. Je crois que pour l'essentiel, c'est ça qu'on peut retenir comme élément essentiel, fondamental. Donc, comme nous l'avions énoncé au départ, nous allons donner la parole au docteur Abdoulaye Diallo, qui a eu l'amabilité d'offrir cette salle à Amadou Ali Dieng. En tout cas, c'est le parrain. Je l'ai dit, ce n'est pas l'éditeur seulement, c'est le conseiller, c'est le confident, comme beaucoup d'entre nous, parce que Amadou Ali Dieng était un homme sans âge. Donc, cher ami, docteur Abdoulaye Diallo, vous avez la parole. Merci, mon cher Alpha, mes chers oncles, mes chères tantes, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers membres de la famille de Tonton Amady, je suis très à l'aise dans l'improvisation du discours oral. Mais par respect à la mémoire de l'homme que nous célébrons aujourd'hui, je me suis fait le devoir d'écrire le texte. Pourquoi? Parce que le professeur Amady est quelqu'un qui écrivait. Et en cela, vous m'autoriserez à lire ce papier que j'ai coécrit avec mes collaborateurs, notamment M. Bachir Koli et M. El Hadj Malick Gueye,
et que nous avons intitulé « La bibliothèque a brûlé, les livres sont devenus orphelins ». Mesdames, Messieurs, Amady Alidien est parti comme il est venu, en homme libre. Dans un barreau d'honneur contre la mort, le doyen nous a quittés dans la dignité, la discrétion totale et en tant que SICAPAR, comme il aimait à se définir, faisant référence à son quartier de la SICAP. L'Afrique a perdu un grand esprit éclairé, un homme d'une rigueur légendaire et dont la franchise constitue l'un des aspects saillants de sa personnalité. Lecteur invétéré, débatteur chronique, Amady Alidien est réputé être un critique à l'esprit très vivace. La complexité de sa pensée baobabique, je reprends des mots de lui, fait qu'il passe pour un anticonformiste, un non-aligné. Quelqu'un qui, même mort, continuera de s'insurger contre le diktat et l'hégémonie de ceux qu'il appelait les nains de la pensée. Amady a été jusqu'à son lit de mort un farouche opposant de la facilité, du rafistolage, le débodage des idées et des raccourcis ou porfnol. Pourtant, très connu des trois anciens chefs d'État du Sénégal, qui ont tous reconnu sa valeur, l'homme a préféré vivre effacé, loin des projecteurs, refusant ainsi toute possibilité de compromission. Économiste, philosophe, sociologue, j'en passe d'autres, pour le doyen Amady, tout doit être discuté, rien ne doit être accepté sans être passé au fin laser de l'esprit. Telle est pour lui la mission de l'intellectuel. Ce courage l'a poussé à vivre fièrement sur la marge, presque en paria, en tout cas en solitaire. Tel le compagnon du prophète Abou Zar, Amady Alidien a vécu en solitaire, il est mort en solitaire et il sera ressuscité en solitaire. Le monde du livre pleure cet homme patrimoine de l'humanité. Il a été l'un des rares, si ce n'est le seul, à avoir assuré pendant des décennies des comptes rendus quotidiens de lecture dans la presse nationale. Les livres sont devenus orphelins, les ombrophiles de la faculté des lettres également. Le professeur Amady est mort, mais il n'est pas parti. Il continuera de nous interpeller de là où il est, à travers ses écrits qui seront pour nous une source intarissable de réflexion. Tout dans l'attitude de l'homme est un chemin vers l'élévation. La posture droite, disciplinée, dynamique qui combat la lassitude de l'intellectuel, l'âme empreinte de la passion de la vérité, la dignité du verbe, l'œil vigilant face aux pièges de l'Occident, le penser par soi-même, le culte de l'excellence, l'incitation à la curiosité intellectuelle, le souci de la jeunesse, de l'héritage spirituel, et j'en oublie certainement. Le professeur Amady Alidien est un homme en mouvement, pluriel, subtil et complexe comme le monde. C'est un penseur qui sait se méfier des apparences et des données immédiates de la conscience. Il est l'antithèse des choses figées, des intellectuels toujours assis. C'est un homme de discernement qui met un point d'honneur à séparer l'ordre du cœur de l'ordre de la raison, à distinguer les amitiés d'avec la vérité, à discriminer la haine et la critique,
le combat des idées et des hommes. Chaque matin, il se promène sur les chemins de l'élévation. Il en connaît les multiples retraites. S'est maintes fois désaltéré à ses oasis, a vu ses nombreuses tours, s'est éloigné vers ses recoins les plus éloignés. Pour cette raison, quand il réfléchit sur le progrès, il en parle avec l'œil de la certitude et il ricane que toutes ces évidences ne soient pas vues par ses contemporains. L'Europe ne nous a pas colonisés parce que nous étions noirs, mais parce que nous avions des ressources. C'est l'une de ces lapalissades qu'il se plaisait à nous répéter à la librairie, où il passait tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, avec le sourire et qui laisse entrevoir une remarquable finesse psychologique. La même énergie qu'il emploie pour aimer la vertu, il la met dans le déshonneur du vice, dans le désamour plutôt du vice. Voilà sa force. Il ne laisse jamais le vice du citoyen tranquille, il le scrute dans ses moindres subtilités, le traque, lui jette l'anathème et parfois même le diabolise, toujours avec le sourire. Alors que la généralisation à tout va, la poésie, que nous mettons entre guillemets, la quête de l'identité, les lois systémiques, le désamour de la critique, le culte de l'oralité sont érigés en règle par ses contemporains, il s'en démarque totalement. Il fait partie de cette lignée d'esprit sans parti, soumis exclusivement à l'autorité de la raison. Et c'est pourquoi sa liberté d'intellectuel représente son plus grand viatique, son plus grand talent et sa plus grande source d'inspiration. À une époque, il était naturel de réhabiliter le noir et d'être en intelligence dans les combats idéologiques avec ses frères de race. Toutefois, l'on garde sa lucidité. Il semble récuser les arguments faibles de la négritude, qui a cultivé une sorte d'inertie chez l'homme noir, lui faisant croire qu'il était le plus beau, le supérieur de tous, parfait, bref, égyptien. Suivez mon regard. Et qu'il était déjà dans la voie du progrès, sans en fournir les efforts. Un pays n'est jamais systématiquement en voie de développement, nous disait-il très souvent. Depuis la colonisation, l'Afrique s'est spécialisée dans l'antithèse de l'Occident. Il rappelle qu'elle n'est pas une voie, V-O-I-E. C'est un chemin de discorde qui nous fait perdre de vue l'essentiel. L'émergence par nos propres moyens, sans le fantôme du passé, cette source de malédiction dont le continent doit se méfier. L'Afrique n'est pas apte à connaître son passé pour construire son avenir, car son passé est sa boîte de Pandore. Je le ferai bien, c'est la seule manière d'être seul, dit un personnage de Sartre dans Le Diable et le Bon Dieu. En effet, l'anonymat de la disparition du professeur Amady Alidien afflige, certes démesurément ses proches, mais elle vient confirmer la grandeur de l'homme qui a fait de la parole juste le moteur de sa philosophie de vie. En faisant une lecture infidèle de ses écrits, nous avons compris qu'à l'instar de Sartre, de Césaire, de tous les grands hommes, que le professeur Amady Alidien a été à l'école de la volonté et du plein emploi de soi-même, et qu'il nous faut, en tant que jeunesse, dépasser l'inquiétude de l'avenir et développer un surplus d'amour et de passion pour nos héros. Car le véritable chemin du progrès repose non pas dans le mimétisme de l'Occident, mais dans celui des grands hommes. Nous ignorons qui fut son modèle, mais nous ne faisons point mystère de penser que cet homme avait gravé dans les replis de sa pensée le journal quotidien d'un homme ou de plusieurs à qui il voulait ressembler.
parce que nous le voulons en modèle pour la jeunesse de notre pays et surtout de notre continent. Nous donnons son nom à cet espace que nous voulons Agora pour les idées, en hommage au professeur. Merci Abdourahmane, docteur, pour ces mots fort aimables, pour ce travail d'équipe, pour ce témoignage. Nous avons pensé d'abord donner la parole aussi au professeur Abdourahmane Gaïdé, qui a écrit sur le professeur de son vivant. Pas seulement des matinées avec lui, j'ai tout avec lui. Si aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai repris le chemin de la matrimonialité, c'est que Amady Alidien m'a sommé instamment de prendre femme, puisque tu ne peux pas t'occuper de livres tout le temps. Je lui dis, mais papa, c'est contradictoire quand même. Tu me dis de lire et d'écrire, et tu me dis de prendre femme, alors que tu dis dans tes écrits que se marier sur place risque fort de nous créer des problèmes puisqu'on n'arrive pas à travailler. Donc c'est une occasion pour lui dire, puisque hier je suis parti le voir, pour lui dire que je me suis remarié et que mon épouse est même dans la salle. Oui, donc c'est une occasion aussi pour vous dire qu'elle vous appartient. Je me surprends, chaque jour que Dieu fait, je me surprends dans la peau de Amady. C'est incroyable. Tout ce que je suis en train d'écrire, en réalité, c'est Amady. Puisque je suis très étonné par le fait que quand je réécoute ses émissions, je retrouve toutes les intuitions à l'intérieur de son discours et que je suis en train de transformer petit à petit. Je ne sais pas si j'ai le droit de puiser dans ce puits sans fond, pour reprendre une expression de Abdoulaye Eliman Kane, mais je suis dans l'obligation de le faire puisque Amady m'a donné la chance de comprendre plein de choses. Et je crois que l'élément fondamental qui est revenu dans les discours et dans le film, c'est un élément fondamental, c'est la générosité. Je crois que si on prétend être intellectuel et qu'on n'a pas le soubassement de la générosité au fond de nous-mêmes, ce n'est pas la peine de continuer. On a parlé aussi de partage. Je crois qu'Amady savait partager. Et je suis bien placé pour savoir qu'il m'a offert quelque chose, peut-être qu'il n'a pas offert aux autres. Je me permettais de le tenser et même d'aller plus loin que cela, puisque je testais sa capacité de résistance. En réalité, je ne testais pas sa capacité de résistance, je testais la mienne. Puisqu'à travers son caractère, je me suis retrouvé. Si j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été à l'école et que j'ai appris à lire à l'intérieur de la concession familiale, c'est Amady qui a terminé mon éducation. Et je le dis de manière... C'est la première fois que je le pleure. Puisque quand il est décédé, j'ai ri. Et j'ai appelé le professeur Boubali pour lui dire « je suis content ». On ne peut pas être content de la mort de quelqu'un, mais je savais que je devais être content puisque c'est là qu'on va le comprendre, qu'on va essayer de le démembrer davantage. Mais s'il vous plaît, si nous voulons rendre hommage à des hommes de ce genre, il faut qu'on insiste sur un fait qui me semble être important, le caractère commun du célébré. Puisque j'ai l'habitude de dire qu'un homme est une fragmentation, que chaque individu qu'il rencontre, il lui laisse une partie de ces fragments, et que c'est en se rassemblant, en mettant en synergie tous nos efforts, que nous arriverons à bâtir son œuvre. L'œuvre de Amady ne se trouve pas dans ses livres, non. Si vous les cherchez dans ses livres, vous ne les trouverez pas. Donc, instamment, il faut que nous puissions recueillir l'ensemble
ou une partie de ces anecdotes, de ces néologismes qu'il a laissés entre nos mains. C'était un livre qui circule entre les mains de tout le monde et un livre qui doit être rassemblé. J'en profite aussi pour dire une chose. Je crois que l'importance du livre chez Hamadi a été démontrée. Il a 10 000 livres. Il m'a filé le virus. Je suis devenu un rat. Chez moi, peut-être je suis encore jeune, mais j'ai quand même environ 8 000 livres déjà, et c'est lui. Puisque je ne pouvais pas ne pas m'armer avec lui. Puisqu'à chaque fois que je le rencontre, je sentais que je n'avais rien appris encore. Et que sa discussion n'a jamais été sèche. Elle est toujours étayée de références extrêmement importantes. Et quand je finissais ma discussion avec lui, je courais les bibliothèques où je commandais des livres, puisqu'il fallait que je renforce mes capacités, comme on dit, pour pouvoir mériter ce que je pense avoir obtenu auprès de lui. La sérénité, l'humilité, le partage et la générosité. Je pense que c'est ça qu'Amadou nous a laissé. Et pour finir, je crois que ce pays que je suis venu rejoindre il y a 27 ans, puisque je suis d'origine mauritanienne, et que je participe au cœur de la construction de l'esprit sénégalais, ayant rencontré des gens qui sont à la marge, et moi-même venant d'une double marche, le sud mauritanien et le nord sénégalais, je ne pouvais avoir meilleure station qu'Hamadi, qui m'a montré que la marge est le lieu où l'on met généralement les éléments les plus importants pour réécrire son texte et avancer dans la pensée. Donc, Hamadi Ali Dieng, on n'a pas de bibliothèque nationale. Il faut que nous nous battions pour qu'il y ait une bibliothèque nationale qui porterait le nom d'Hamadi Ali Dieng. Et la démultiplication aussi des manifestations ne rompt pas ce sentiment que nous voulons tous faire, puisque en démultipliant les manifestations, on rend à cet homme son caractère pluriel et d'appartenance à tout le monde. Il n'appartient à personne. J'ai l'habitude de dire que depuis 5 ans, je discute beaucoup avec mon recteur sur la notion d'héritage et de transmission. Je crois que Hamadi nous donne la leçon, c'est que c'est un héritage. L'héritage est meuble, la transmission, elle est immatérielle, donc elle nous appartient à nous tous. Je suis très fier d'être aujourd'hui, d'avoir une autre famille, et je remercie la famille. Dernier élément, comme on a parlé de transmetteur, ce livre qui constitue 14 fragments de Hamadi que j'ai transcrit depuis une année, je n'ai pas commenté du tout. J'ai réécrit, j'ai réarrangé, et ça s'appelle Hamadi Ali Dieng, le transmetteur intégral, puisqu'il a tout transmis, tout. Je m'excuse, même les insultes. Nous posons, nous, un problème très sérieux, nous, historiens du XXIe siècle, je veux dire. Hein. Les historiens d'aujourd'hui du XXIe siècle ont un très sérieux problème. Doivent-ils dire tout? Doivent-ils taire tout? C'est cette question qu'Hamadi nous pose. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que les affects et les éléments qu'il nous donnait sur les anecdotes des personnes, c'était aussi pour attirer notre attention sur le rôle des affects dans les décisions que nous prenons, puisque c'est très important. Puisqu'il faut comprendre qu'Hamadi devait avoir des anecdotes sur tout le monde, puisqu'il a dirigé des hommes au moment où c'était très difficile de connaître les individus. Donc, il devait connaître l'homme qu'il doit mettre à telle place ou telle autre place. Donc, il faut le comprendre comme ça et vider ces anecdotes de leur négativité, puisqu'il y a une quintessence extrêmement importante à l'intérieur de ces anecdotes qui peuvent nous permettre de comprendre plein de choses et d'avancer vers d'autres possibles. Je m'excuse d'avoir été long. Je m'excuse aussi de ces petites larmes qui sont... Excusez-moi, c'est tout un colloque qu'il faudrait sur Hamadi, plusieurs colloques. Tout
Tout à l'heure, j'ai témoigné rapidement. Et si je reprends la parole en voulant pourtant abréger ce que je vais dire, c'est qu'un témoignage sur Amady Ally Dieng est proprement interminable. Tant il y a de choses à dire sur lui, tant lui-même a dit des choses sur des sujets multiples. Je disais hier à sa fille qui était venue me voir chez moi pour m'apporter personnellement une carte d'invitation. Je lui ai dit, je me suis déjà invité de toute façon. Je me suis déjà invité parce que mon problème, c'est non pas de dire seulement ce que j'ai appris à partir d'Amady Ally Dieng ou sur lui, mais ce que je vais apprendre venant d'autres perspectives, venant d'autres gens. Celui que j'appelais Monsieur un livre par semaine, performance extraordinaire, un livre par semaine dont il rendait compte dans les journaux, ce qui est une autre compréhension de la notion de partage, m'avait fait écrire un texte, mais que je ne vais pas lire de toute façon, que je renonce à lire, et qui m'avait permis de rassembler simplement des idées, parce qu'Amady Ally Dieng, effectivement, était fasciné par l'écriture. Tout à l'heure, dans le témoignage que j'avais fait, j'en avais parlé. Et ce texte, je l'avais intitulé même de manière de manière que je revendique totalement, parce que ça me semble refléter l'homme dans ce qu'il représentait. Je l'avais intitulé « Une torpille socratique sous les tropiques ». Allusion directe au Ménon de Platon, au passage 69a, 70d. Si l'on veut être précis, comme il l'a toujours été. Torpille parce que Amady Ally Dieng, quand on le rencontrait et qu'on engageait la discussion avec lui, la seule et unique question qu'on se pose immédiatement avant de le quitter, c'est est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison dans ce que je dis? C'est pour cela qu'il était un intellectuel. Un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui décline des raisons comme cela, mais qui interroge ces raisons elles-mêmes et qui pose la question des raisons de ces raisons. Il allait jusque-là. Un jour, un journaliste m'a posé la question de savoir s'il y avait encore, après l'écroulement du bloc soviétique, des marxistes au Sénégal. J'ai répondu, j'en connais au moins deux. Ablaïdi, d'une part, Amady Ally Dieng, de l'autre, mais à condition d'être extrêmement attentif à la manière dont Amady Ally Dieng, qui a grandi dans cette pensée, la façon dont il lisait ce à quoi il croyait. Quand on parle de militance, c'est à cela qu'il faut faire extrêmement attention. Nous avons été formés un petit peu dans le sillage de la pensée althusérienne. Et Althusser disait, c'est pour cette raison que dans le Parti communiste français, il a été combattu de manière extrêmement féroce. Il faisait comprendre que Marx est l'auteur qui a découvert le continent histoire, mais qui nous fait comprendre en même temps que le marxisme lui-même est une histoire, que Marx n'a pas été toujours Marx et que tout dans Marx n'est pas Marx. Quand Amady Ally Dieng a écrit son ouvrage Marx, Engels et l'Afrique noire, nous étions nous-mêmes en train de mettre la dernière main à un article intitulé Marx et la question coloniale. Et quand il y a lu le terme eurocentrisme, s'agissant de Marx lui-même, il a eu un sourire et c'était tout. Aucun commentaire.
Parce que pour lui, une pensée aussi critique, qui prétend être critique, ne peut revendiquer la scientificité qu'en étant extrêmement attentif à ses points de fragilité théorique. C'est cela qu'il importe dans toute lecture, les points de fragilité théorique d'une pensée. Et c'est en cela qu'il était la torpille. Il torpille, y compris ce à quoi on croit, ce qu'on tient comme certitude assurée. Un intellectuel, c'est cela, et c'est cela qu'Amadi nous a appris, l'exigence dans la lecture. L'exigence, cette énorme exigence qui a d'ailleurs créé beaucoup de malentendus. Parce que la fonction critique qui permet de bâtir sur ce continent ce que notre ami commun Paulin Huntondi appelle une véritable tradition théorique, nous ne pouvons l'atteindre qu'à cette condition-là. Quand il m'a mené ces manuscrits avant de les éditer, quelquefois, et qu'il m'a demandé une lecture féroce, comme il dit, une lecture sans concession, c'était qu'il faisait immédiatement la distinction entre la militance ou l'amitié, Ngaïdé l'a dit tout à l'heure, et l'intellectualité, c'est-à-dire l'attitude théorique. J'ai dit c'est cela qui crée beaucoup de malentendus, qui a créé beaucoup de malentendus avec beaucoup de gens. Pour lui, il n'y a aucune œuvre devant laquelle on peut tomber à genoux. Ce n'est pas possible parce que c'est statifier l'auteur, y compris lui-même, ne voulait pas être statifié. Et c'est pour cette raison que la pensée est d'abord irrespectueuse. La science, elle fonctionne sur la base d'un scepticisme de principe. On ne croit que ce qu'on vous a démontré déjà, et ce n'est que provisoire en plus. Alors, Amadi Alidien, c'est cela. Refuser d'être statifié, refuser de statifier qui que ce soit. Et je dis c'est cela, précisément, qui fait qu'il a eu des malentendus avec beaucoup de gens. Y compris avec des gens qui se réclament de la pensée de Cheikh Anta Diop, notamment. Or, Cheikh Anta Diop lui-même se réclamait de Bachelard, qui disait bien que la science elle-même, ce n'est jamais que des vérités provisoires jusqu'à la prochaine vérité. Sur ce point, en réalité, ils sont totalement d'accord. Ils sont totalement d'accord. Et ils seraient prêts à partager cette idée sur laquelle je veux terminer, cette idée qu'on trouve dans le Zarathustra de Nietzsche. Vous me vénérez, disait-il, mais qu'est-ce qui se passera si votre vénération s'écroule un jour? Gardez-vous d'être tué par une statue. C'est sur ce mot-là que j'arrête. Gardez-vous. De moi et de moi. Mais je retiens une chose très importante qui a été dite tout à l'heure, à savoir l'héritage et la transmission. Et cela me semble extrêmement important. Et c'est en relation avec ce que Mamoussé disait. Si nous regardons dans cette salle, je crois qu'il y a l'esprit d'Ahmadiyya, mais il y a aussi beaucoup d'Ahmadiyya qui sont là. Je vois Boubacar Bari qui vient de parler tout à l'heure. Qui peut parler de la Sénégambie ou du Wallo sans citer Boubacar Bari? Je vois Mamoussé, critique de la raison orale. Je vois Boubali sur les valeurs dans les sociétés Halpolar et Wolof. Je vois le doyen Sherpa. Il y a plein. Abdoulaye Eliman Kane de l'autre côté. Il faut que nous apprenions à magnifier ce que nous avons. Nous ne pouvons pas construire une communauté scientifique si nous n'enseignons pas ce que nous produisons sur ce continent. Et je crois que c'est ça la manière aussi de rendre vivants les gens. Je veux bien, et c'est important, parce que le savoir est universel. Qu'on cite Descartes, qu'on cite Platon, qu'on cite Molière, qu'on cite Schopenhauer, qu'on cite tout ce monde-là, mais qu'on cite aussi ces gens-là. Parce qu'ils nous parlent de nous. Et ils donnent un écho à ce qui
ce qui est produit par ce continent. Et ce sera, je crois, la seule façon pour nous de sortir de ce que Mudimbe appelait la bibliothèque coloniale pour vraiment construire la bibliothèque africaine. Et ça, c'est un défi. Et un défi, je crois que Amady Aly nous a montré tous les jours de sa vie, chaque minute de sa vie, que le savoir était au fondement de la liberté. À chaque instant. Moi, ce que je retiens de cet homme, c'est la chose suivante. À chaque fois que je le voyais, je me disais, Nongodara Talibé. Toujours en quête de savoir. Et Dieu sait qu'il en savait. Quand il vous parlait de Hegel, mais moi qui ai fait des études de philosophie, je me voyais toute petite. Tellement son savoir sur la question était immense. Et je crois que si nous voulons transmettre à la jeune génération, et on n'a pas le droit, on est en faute. C'est même criminel que de dire la jeune génération ne connaît pas Amady Dieng. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'elle ne connaisse pas Amady Dieng? Qu'est-ce qu'on a fait pour que cette jeune génération ne connaisse pas les écrits de ces personnes intéressantes et intelligentes qui sont dans cette salle? Je crois que ça, c'est aussi... Il faut que nous apprenions à être fiers de ce que nous produisons et il faut que nous laissions un legs à nos enfants. Deuxième chose, et je voudrais terminer sur ça, c'est bien de donner le nom d'Amady Dieng à cette salle. Mais je voudrais vraiment que nous apprenions à rendre hommage aux gens de leur vivant. Rendre hommage aux gens de leur vivant. Pourquoi ne pas organiser des colloques, des symposiums sur tout ce que ce monde-là a écrit? Pourquoi? Pourquoi? Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que nous nous regardions. Et je crois que pour moi, Amady Dieng, c'est ça. C'est le personnage qui me pose des questions, qui m'interpelle sur ce que j'aurais dû faire en tant qu'intellectuel et que je n'ai pas fait. Sur mes responsabilités en tant qu'intellectuel. Quand je dis moi, c'est aussi nous, dans cette salle et en dehors de cette salle. Et cette pensée critique, Mamoussi, tu as raison. Quand il parle de critique féroce, j'entends aussi Momar Koumba Diop dire la même chose. Le masla, je ne dirais pas sénégalais, mais le masla est anti-scientifique, anti-intellectuel. Et Amady Dieng s'est refusé au masla. Quand il avait devant lui un texte, peu importe qui tu es, il regarde le texte et il parle au texte. Et ça, je crois que c'est important. C'est aussi quelque chose que nous devons apprendre. Quand quelqu'un écrit quelque chose, qu'on dise ça c'est bien, ça c'est pas bien, là il y a une faiblesse, là d'un point de vue théorique, d'un point de vue méthodologique. Et je crois que c'est tout ça qu'Amady Dieng nous enseigne. Et en travaillant sur des textes comme ça, c'est aussi ce que nous pouvons apprendre à notre jeunesse. Parce qu'il n'y a pas de bataille du développement qu'on peut gagner si nous laissons en friche ce chantier. Et aujourd'hui, ce chantier, il est vraiment dans un très mauvais état. Nous avons beaucoup de travail à faire. Et je crois que d'avoir quelqu'un comme lui en point de mire peut nous aider véritablement à relever les défis. Dernière chose, c'est Madame Diagne qui me l'a dit, qu'Amady avait un grand amour pour les Kizerbo et un grand amour pour le Burkina. Et je lui ai dit, mais c'était un panafricaniste convaincu. Je vous remercie. Parce que quand on a une structure aussi flexible comme l'Armata et la Saxel, pour moi c'est une bonne chose. Je sais que l'Université de Dakar a ce projet depuis 1 an. Je sais que la Faculté de Lettres également a le projet. Moi je suis pour effectivement des dynamiques très souples qui consistent à faire ce qu'on peut et en attendant ceux qui pensent grand, qui élaborent les choses vont le faire. Mais c'est bien de commencer et je voudrais juste ajouter quelque chose. Je n'en ai pas parlé parce que je pense que nos amis de Saint-Louis, ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. En un laps de temps très court. Et ces images d'archives sont très utiles. Je ne me rappelle pas dire tout ce qu'on a dit, puisqu'il faut bien faire des découpages, faire des choix, mais l'essentiel a été dit. Mais je voudrais insister sur 3 aspects. D'abord, la sincérité. Amady, on a parlé des séances de lecture qu'on avait tous les 15 jours, Tcherno, Moyer, Bernard et d'autres, et je crois qu'il a dû faire la même chose.
la séance de lecture, c'était une chose, mais ce qui restait après était beaucoup plus intéressant. À me dire, regarder face à face, et après il y avait ce qu'on appelle les divers, et il nous disait ce que les autres pensent de nous. D'abord en tant que syndicalistes. Et vous, les syndicats, parce qu'ils savaient qu'on était dans le syndicat, il nous disait ce que les autres disaient de nous, et ça c'était très important. Il vous le disait les yeux dans les yeux. Sur le plan politique idéal, vous savez que moi j'étais maoïste, lui il ne faisait pas partie de cette génération. Mais il nous disait, moi je ne connais pas très bien le maoïsme, vous allez m'expliquer. Et il nous poussait dans les derniers retranchements parce qu'il voulait comprendre. Lui disait qu'il ne connaissait pas Alain Badiou, il ne connaissait pas tout cela, et il nous poussait à discuter. Il était très sincère. Amady était le seul à nous dire, lors des élections, quand les élections arrivaient, il regardait les candidats. Chacun avait ses candidats, il disait telle personne ne peut pas gagner. Et il vous dit pourquoi. Il vous dit qu'au Sénégal, voilà, telle personne. Dieu sait qu'il avait répondu, mais il disait sincèrement. Et après, quand les résultats sortaient, pour la récolte, tu l'avais raison. Donc ça aussi, je crois que c'est un aspect très important, cette sincérité. Et il est unique, c'est ça que je voudrais dire. Il parlait grec, il avait fait ses études, il parlait grec, et tout le monde se disait, vraiment comme Héraclite, on ne se baigne jamais avec la même eau, ou al-Mbaïs, est-ce que ton potable même si n'est-ce pas? Et il disait que ça, c'était aussi des choses dont il fallait tenir compte. Le deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à Amady, il y avait également une ténacité. Moi, par exemple, il y avait des choses sur lesquelles on discutait pendant 30 ans. Mais il revenait et vous avez l'impression que Amady, soit il n'était pas d'accord, soit parce qu'il voulait voir si vous aviez de nouvelles idées à propos de ça. Voilà par exemple une question sur laquelle Amady, pourquoi l'Afrique est en retard par rapport à l'Europe, par rapport à l'Asie. Il revenait chaque fois en disant on a beau parler, il n'y a pas d'écriture, ici les gens sont aux arts, etc. Et je lui disais chaque fois, Amady, pourtant l'Afrique a inventé plus de systèmes d'écriture que l'Europe. Et il le savait. Et je lui répétais chaque fois qu'en Égypte, il y avait 4 systèmes d'écriture à Méroé. Au Soudan, il y avait l'écriture, les Éthiopiens avaient l'écriture, au Sahara, il y avait des écritures. Mais Amady revenait avec Goudi et il revenait chaque fois en disant Bouba, malgré tout, on est en retard. Pourquoi? Donc, il était très tenace. Et je crois que pour l'intellectuel, c'est très important. Chaque fois aussi, je cherchais de nouvelles idées pour voir au fond pourquoi on est en retard et pourquoi il avait l'heure. Et je termine en disant que nous devons lui rendre cet hommage. Et Amady était aussi très bien organisé. Et ça, on doit beaucoup apprendre. Amady, c'est lui qui faisait les photocopies des livres, parce que les livres, en parenthèse, je ne sais pas si l'Armata sont là, mais bon, on faisait des choses pas normales. On photocopiait les livres. Si c'était 500 pages, on photocopiait les 500 pages. Et c'est Amady qui faisait la photocopie. Il donnait à Tcherno sa copie, il donnait ma copie, et on remboursait. On remboursait, Amady tenait coûte que coûte, je ne sais pas d'ailleurs comment il faisait, il avait toujours des billets neufs. Il avait toujours, il était très, voilà, et il était très bien organisé. Et ça, il fallait être bien organisé. Il n'y a que lui qui était ça, et Tcherno et moi, on se contentait de dire, Amady, grand, est-ce que l'on peut photocopie, on remboursait. Donc vraiment, cet esprit d'organisation aussi, je crois que les jeunes doivent s'en inspirer. Je vous remercie. Merci, professeur. Assurer un témoignage, mais très court. Je remercie au passage Moussé qui est là, mes anciens directeurs de l'école du CESTI. Quand je suis sorti du CESTI, j'ai rencontré Amady Eridien. Parce qu'il écumait les conférences. Il allait débattre avec tous les intellectuels qui passaient à Dakar. Tous. Je pense que Moussé Diagne en sait quelque chose. Quand je suis devenu journaliste, je l'ai croisé. En fait, l'idée, c'est que pour l'histoire, c'est moi qui ai introduit Amady dans les médias. Aussi simple que ça. Beaucoup se disent, mais comment Amady a été connu? Qu'est-ce qui fait qu'Amady a été connu? Peut-être pas sa sphère universitaire, qui était sa sphère naturelle. Mais c'est quand il a commencé à parler, disons, des écrits, à essayer de restituer les œuvres à travers les médias, que probablement son audience s'est accrue.
Mais ça a été l'objet d'une très grande négociation entre lui et moi. Je pense qu'Abdourahmane Kamara n'est pas dans la salle, mais très jeune, nous avons franchi son appartement. Madame Diallo, Madame Dieng est là? Non, c'est ça. Voilà. Et Baïdi, nous sommes arrivés dans l'appartement d'Amadi, et pendant 2 heures de temps, j'ai essayé de le convaincre pour lui dire que Amadi, vous n'avez pas le droit de vous taire. Vous n'avez pas le droit d'écrire et ensuite de ranger vos écrits. Parce que c'était une presse libre qui commençait à naître dans ce pays, dans les années 87. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Et nous avons dit à Amadi, mais il faut que vous soyez le relais de l'université et de l'opinion, en essayant peut-être quand même d'apporter des éclairages par moment. Surtout qu'à l'époque, la presse était hebdomadaire. Ce n'était pas une presse quotidienne avec toute la globalisation qu'on connaît aujourd'hui. Et il a accepté. Mais c'est à ce moment que nous avons commencé à découvrir justement le vrai caractère d'Amadi. Pourquoi? Parce que le premier texte qu'il a rédigé de sa propre main, avec son écriture très caractéristique, je pense que les gens savent, il m'a remis le texte. Nous sommes allés à la rédaction de Walfadjri, parce que j'étais justement à Walfadjri à l'époque, à la rue au plateau, et nous avons recorrigé le texte. C'était une faute extraordinaire, parce qu'il ne fallait pas corriger Amadi Ali Dieng. Mais lui-même ne se considérait pas comme devant être corrigé par des journalistes. Voilà donc la double équation que nous avions à régler. Et en même temps aussi, il y avait une autre difficulté, parce que quand le texte était assez long, mais l'espace dédié à l'article était limité. Mais quand nous avons diffusé le papier, il l'a vu, il était furibard. Il était furibard. Il n'a pas voulu me parler parce que quand il a essayé de me rencontrer, quand j'ai essayé de le rencontrer pour lui dire, moi je pensais qu'effectivement, bon, puisque son papier est publié, je suis content de voir qu'Amadi maintenant son nom, mais il m'a envoyé dans les corps. Pendant 1 semaine, 2 semaines, et c'est après maintenant que nous sommes revenus en charge pour lui faire comprendre maintenant aujourd'hui quelles sont les difficultés des médias. Qu'un papier, c'est une chose, que l'emplacement du papier dans le média aussi, c'est une autre chose. Et c'est à ce moment que lui aussi, il a commencé maintenant à se réadapter. Mais alors, avec quelle dextérité? Parce qu'il taillait, il cisaillait ses textes en fonction de l'espace qui lui est réservé. Que quand, au journal de Sud Quotidien, ou bien au niveau de Walfadjri, alors que moi j'avais le double privilège d'appartenir aux 2 rédactions, donc je faisais les 2 étages, j'arrivais à placer les papiers d'Amadi et les gens commençaient maintenant à nouer des relations avec Amadi. Mais lui-même, quand il venait dans les rédactions, c'était vraiment le respect le plus absolu que tous les journalistes lui devaient. Pourquoi? Parce que son quart d'heure avec les journalistes, c'était un quart d'heure de savoir. Quelqu'un l'a dit ici. Son quart d'heure avec nous, c'était un quart d'heure de remise en question. Son quart d'heure avec les journalistes, c'est une sorte de petite bombe, à la limite, de mise en examen. Parce qu'il disait, mais vous êtes des journalistes, vous avez la prétention de vouloir être lus alors que vous ne lisez pas. Ça ne se comprenait pas. Vous ne pouvez pas m'expliquer à moi, Amadi Ali Dieng, que vous voulez que je vous lise, alors que vous ne lisez pas, peut-être ne serait-ce que pour moi m'édifier ou bien m'édifier l'opinion. Vous êtes trop prétentieux, disait-il aux journalistes. Et ça, c'est une leçon aussi que nous avons apprise auprès de lui. Et ensuite, Amadi venait pour la première fois dans les rédactions, mais c'est comme s'il y était depuis plus de 20 ans, parce qu'il était appuyé à toi avec tout le monde, et il n'hésitait pas quand on lui disait, voilà l'auteur du papier que tu as lu hier. Il dit, ah bon, c'est toi aller à Coton, mais ton papier n'est pas bien. Alors que nos aînés, à ce moment-là, ils pensaient que c'était les 2 sexes machinaux de la presse. Oui, parce que quand ils écrivaient, personne n'osait les corriger. Mais lui, il revenait pour le dire non. Là, il y a une erreur sémantique. Moi, j'ai fait un papier en terminant sur une citation donc, de Hillelberg, qui était, j'ai vu le banquier Sarko tout à l'heure ici. Donc j'ai terminé mon papier sur Hillelberg, qui était à l'époque un grand Manitou de l'ajustement structurel. Et puis il me dit, Mamadou, mais comment tu as osé commettre cette bêtise? J'ai dit pourquoi? Il me dit, mais Berg ne vaut rien à Washington. Et plus tard, Berg est venu ici, j'ai pris prétexte donc du séjour de Berg à Dakar et je les ai conviés tous les 2 à un déjeuner, mais c'était savoureux aussi comme échange. Parce que lui, Berg, à Washington, il connaissait Amadi Ali Dieng par le biais des médias, et Amadi Ali Dieng connaissait Berg par le biais justement de ses professeurs à qui lui parlait constamment à travers justement les élus. Donc Amadi était d'une certaine façon encyclopédique. Et c'est ça que j'ai voulu au moins que les gens retiennent, que Amadi est arrivé dans les médias grâce à moi, mais je n'ai aucune prétention à en tirer gloriole, simplement pour restituer donc la page de l'histoire. Physiquement, nous étions tous les 2 professeurs au lycée collégial.
Elle est une professeure de sciences physiques, brillante, discrète, modeste et respectée par tout le monde. Ensuite, j'ai découvert Amélie lorsqu'il est rentré au Sénégal. Je ne l'ai pas connu dans cette longue période qu'il a vécu en France et dont il parle dans beaucoup de ses écrits, son autobiographie et les entretiens qu'il a accordés. Et comme tout le monde, à l'université quand il enseignait, ensuite à des rencontres comme celle-ci, présentation de livres, des conférences. Et comme tout le monde, je remarquais évidemment l'esprit brillant, le grand provocateur. Et comme disait Mamoussé tout à l'heure, aucune idée devant lui ne pouvait tenir tant qu'elle n'était pas soumise à la critique la plus féroce. Et encore, il faut avoir beaucoup de chance pour, en sortant de là, échapper encore à d'autres critiques. Lorsqu'on le voit que dans ces rencontres, on peut être tenté de ne retenir que cela. Celui qui critique, qui fait beaucoup d'activités de dérision, taquine tout le monde, quelquefois de manière sérieuse, d'autres voilà, sur le mode de la plaisanterie. Et moi, je l'ai surtout connu, vraiment découvert, au cours des 2 dernières années de sa vie. Et toujours accompagné de son ami Boubacar Ly. Je l'ai trouvé tous les deux au même espace, au même ici. Et quand j'ai dit ces 2 dernières années, parce que j'étais déjà à la retraite, et vous savez bien que les retraités ont beaucoup de temps. Et lorsque j'avais envie de voir des amis et d'écouter véritablement des échanges, des conversations, dont je pouvais tirer quelque chose, je savais où trouver Boubali et Amadi Ali. Toujours ensemble, dans la matinée. Curieusement d'ailleurs, lorsque j'arrive, ils sont tous les deux occupés à travailler. Donc c'est moi qui les perturbe pendant 1 heure à 2 heures pour le restant de la matinée. Toujours gêné de dire à Amadi, penché sur son ordinateur. Les dernières années, d'ailleurs, je ne sais pas qui lui a appris à se servir de l'ordinateur. C'est avec cela qu'il écrit ses articles. Pendant que Boubali et lui plongeaient sur des ouvrages, plus souvent d'ailleurs des mémoires de thèse de plusieurs centaines de pages. Et je viens donc les perturber. Et j'évoque cela pour dire que c'est au cours de ces 2 dernières années que j'ai découvert peut-être un menu profond. C'est-à-dire que derrière l'homme critique, dont on a pu penser à un moment donné qu'il est dogmatique, un peu carré, l'homme nuancé, sur beaucoup de choses, beaucoup de choses, de la vie quotidienne, de la philosophie, des religions, de la politique. J'ai découvert l'homme fidèle à des principes, mais soucieux de tenir compte de la complexité de la vie, de l'évolution des savoirs, des difficultés et des mutations nouvelles, et d'appeler l'attention de ses interlocuteurs. Et cela m'a beaucoup touché, et c'est ce que j'ai le plus retenu de lui, puisque au cours de ces 2 dernières années, très souvent, il venait à cet endroit dont je parle en taxi, et je me faisais le plaisir de le ramener en voiture chez lui. Et cette conversation, pour les quelques kilomètres qui nous séparent du jet d'eau où il habite, c'était encore d'autres aspects de sa vie que je découvrais. Et il terminait toujours ses dernières salutations par en envoyer une à mon épouse, dont il savait prononcer le prénom sans erreur, alors que c'est un prénom difficile à prononcer. Je voulais dire pour terminer que on me dit, vous avez bien fait, Dr Diallo, de lui donner le nom de cette bibliothèque. Et il y a peu d'endroits où j'ai vu des noms de personnalités très célèbres donnés à des endroits prestigieux comme celui-là, avec une certaine préférence pour un endroit comme la bibliothèque. Une fois, c'était en Allemagne, au cours d'un colloque de philosophie, où l'hôtel où on nous a fait descendre ne portait, à chaque porte, il y avait un nom de philosophe allemand.
un philosophe grec ou un philosophe français est quand même extraordinaire comme choix. Une autre fois, c'est à Abidjan. J'allais à la recherche d'un homme considérable. Et quand je dis considérable, c'est à la fois par sa taille et par son savoir. Georges Nyangura Bois, qui a, entre autres choses, produit un ouvrage également considérable sur le système des poids à peser dans la civilisation baoulée, la civilisation Akan. Et je venais justement m'entretenir avec lui parce que je travaillais sur le système de numération dans les langues africaines. Et bien, il m'a fait découvrir les différents espaces de cet institut des sciences sociales où il travaillait. Et j'ai trouvé donc sur chaque porte un nom de grands anthropologues, ethnologues, sociologues, philosophes. Et puis il m'a dit, maintenant on va découvrir la grande salle. Et bien la grande salle, c'était la bibliothèque. Et elle portait le nom de Cheikh Anta Diop. Et il avait fait exprès pour m'amener là. Et bien, donner à Mehdi le nom de cette salle, à l'Harmattan, c'est bien fait, non seulement parce que c'est un écrivain, parce que c'est un homme de culture, et aussi c'est un ami des livres. C'est un grand ami des livres. Et en pensant à ça, en pensant à lui, je songe à ce que Montaigne disait d'un de ses plus grands plaisirs: converser avec les amis chers, converser avec les femmes, disait-il, mais surtout converser avec les livres. Et Amari Ali me donne l'impression d'avoir passé toute sa vie à converser avec les livres. Merci beaucoup. Merci. Merci, professeur. Dernière intervention. Plus connu sur le nom de la Géo. Vous m'excusez le doublement, c'est difficile de s'exprimer oralement à mon âge. Je crois qu'avec le doyen Barojo, nous sommes peut-être les doyens de cette salle. Mais je voudrais simplement apporter une petite précision sur Amadi Aligné. Une dame a dit tout à l'heure que Amadi était panafricaniste. Je confirme qu'en 1957, au moment de l'indépendance du Ghana, nous étions parmi les invités de Nkrumah, représentant l'Association générale des étudiants de Dakar. À cette occasion, Amadi a fait une de ses premières conférences à l'université d'Akimota. Et c'était sur le devenir des territoires aux colonies d'expression française après l'indépendance du Ghana. Indépendance acquise, tout le monde le sait, grâce à la présence de Nkrumah à la conférence de Bandung en 1955. 2 ans après le Ghana était indépendant, nous étions parmi les invités. Quand il a fait cette conférence, il a dit que l'indépendance des pays d'Afrique d'expression française était inéluctable et urgente. Ça lui a valu peut-être le fait que, quelques mois après, qu'il ait reçu notification à Paris, l'administration de l'École nationale française mettant fin à son cursus pour les propos qu'il aurait tenus contre la France. Je vous remercie. Merci. De n'avoir pas été ici avec mes familles, parce que je suis de la famille. On me dit, je crois que nous pourrions vraiment évoquer beaucoup de choses le concernant. Lors des mélanges qui ont permis d'honorer notre camarade Boubali, beaucoup d'entre ceux qui l'ont connu ont fait des témoignages qui recoupent tout à fait ce qui a été dit par ceux qui m'ont précédé. Sa rigueur, sur tous les plans, sur le travail. Nous faisons tous des sciences économiques à une certaine période. Nous enfourçons évidemment les mots d'ordre de nos organisations syndicales partout. Mais il mettait avant cela la connaissance des réalités. Et ce qui nous posait comme problème et que Boubali aussi avait l'habitude de considérer et d'aider au travail auquel il nous convie, comment pouvons-nous critiquer la coopération française avec nos pays alors que les coopérants
en savait beaucoup plus sur ces pays que nous. Et des camarades comme Aliouba, le petit frère de Maham, Abdul Maham, dit mais allez, il y a quand même un centre de documentation de la coopération. On y publie, certes sous la plume des coopérants, mais sachons au moins qu'est-ce que c'est pour savoir pourquoi nous contestons. Alors ça, c'est pour vous dire que donc ce n'était pas quelqu'un qui a simplement la langue facile pour pester contre la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme. Il fallait étayer ce qu'on disait. Cette exigence rejoint bien aussi ce qu'il a eu comme attitude, et je ne sais pas si Founou a pu avoir la chance de venir nous dire aussi ce qu'il a pu vraiment élaborer avec Amadi. Même les éléments théoriques, il disait que nous devions toujours être en apprentissage. Et je crois que certainement Cheikh Ba, Boubali, etc., et le Bouba que j'ai trouvé parlant ont pu dire de ce travail immense auquel il consacrait toute sa vie. Donc sa rigueur, je crois que c'est exemplaire. Et comme on dit que nos jeunes n'ont plus de repères, mais c'est parce que nous n'aidons pas à ce qu'on s'oriente vers ces gens-là. Il faut le faire. C'est vrai qu'il faut d'abord qu'on les honore, qu'ils soient dans tout ce qui se dit en rapport avec nos pays. Nous sommes des gens proches de lui. Nous allons œuvrer à ce que cela ait cette résonance. Ça ne suffit pas. Il faut faire la pression qu'il faut, en tout cas l'entretien qu'il faut auprès de ceux qui décident dans ce domaine pour qu'il soit connu dans sa réalité. Il a quand même traversé des tragédies. En venant, je me suis dit, notre camarade Sow, qui a fait de l'économie comme lui, il a travaillé avec Samir Amin. Samir, son grand ami, mais surtout le grand chercheur qui est son grand ami. Pour avoir touché des choses qui auraient eu, peut-être si c'était connu, la résonance des documents de Panama, quasiment on a brisé, on me dit on a sorti de l'université. C'est à la suite de ces recherches dans le domaine bancaire. Heureusement qu'il s'est imposé, ces gens ont compris l'importance de ce qu'il faisait pour qu'ils travaillent dans le domaine. Mais avant ça, on l'a d'abord liquidé de l'université. C'est grave. Alors, je ne vais pas continuer parce que je crois que je risque de faire un procès ici. Amadi est vraiment un homme admirable. Et la dernière colle qu'il a posée, et Adama le sait bien puisque parfois elle nous a un peu départagés, hein, en pensant peut-être que quand même Amadi devait me ménager un peu, c'est sur notre réaction dans les politiques de développement. Il dit au fond, la Casamance, il dit en partie, c'est dû au fait que c'est le schéma arachidien qui est demeuré principalement la base de leur politique économique au Sénégal. Alors ça, c'est vous donner ces facettes-là. Je pense que pour le reste, beaucoup pourront dire autre chose. En tout cas, il a un grand mérite et nous devons donc faire en sorte que personne ne soit justement déçu par la place qu'il puisse occuper dans ce pays. Merci, professeur. Madame de la BCAO. Et de la facette BCAO du professeur Amadi Alidia. Mais pour dire simplement que moi, d'abord je l'ai connu parce qu'il a été mon enseignant en sciences économiques et avec beaucoup d'admiration, donc j'ai toujours suivi ses conférences, ses participations aux différentes discussions sur les problèmes de notre pays. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que également à la BCAO, il a marqué plus d'un par sa rigueur dans le travail, par sa capacité de travail, mais aussi, surtout par le respect aussi de ses convictions et de ses principes, qui lui ont peut-être valu, après n'avoir pas fait la carrière qu'il aurait pu faire, parce que je crois qu'il en avait certainement les diplômes et les capacités intellectuelles d'être le dirigeant de la Banque centrale. Mais je crois qu'il a toujours tenu, en tout cas, à faire en sorte que sa contribution soit une contribution de rigueur, une contribution scientifique au travail que nous faisions. Et là aussi, c'est une des facettes de son caractère.
beaucoup l'ont toujours considéré comme quelqu'un de peut-être rigide, mais en réalité c'est quelqu'un qui a toujours voulu comprendre les choses, s'imprégner des choses pour pouvoir justement les critiquer à bon escient. Et pour être très courte, vraiment, les différentes qualités qui ont été rappelées tout à l'heure, sa capacité, ses capacités intellectuelles, sa rigueur dans le travail, sa générosité au partage, à montrer aux autres et à expliquer aux autres ce qu'ils comprenaient, notamment de la question économique et monétaire, ça nous a tous marqués. Je m'en arrête là, et simplement pour dire que j'ai le souvenir très ému de la dernière rencontre que nous avons eue, où il est venu me retrouver dans mon bureau. Et je lui disais, mais tonton, parce qu'il avait fait le lycée avec ma mère, tu ne devais pas te déplacer, il fallait m'appeler. Il me dit, mais non, c'est toi qui as moins de temps que moi. Et il est venu me parler très simplement avec moi. Et ça aussi, je pense que c'est une autre de ses facettes. Merci. Merci beaucoup, Alphacy. Je vais pas être très long. Quand on passe après toute cette somme de témoignages et l'éloquence qui allait avec, notamment le texte écrit et structuré par notre ami Diallo de tout à l'heure, c'est sûr que je ne suis pas le mieux placé pour parler de la vie de Amady Ali, même étant son fils. Mais je prends la parole en fait pour remercier d'abord l'Harmattan, remercier aussi les autres qui ont fait ce genre de témoignage, ce témoignage qui venait du cœur et qui était très important. Et en voulant insister sur un seul point, c'est que la notion de famille, elle n'est pas une notion biologique. Si je comprends bien le message qui est passé ici aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est la transmission. La transmission, le savoir, non pas l'héritage. Et c'est à ce titre-là que quand on parle de la famille d'Amady Ali, je crois savoir qu'on parle de la famille du savoir. Maintenant, la question qui nous est posée, et le défi qui nous est posé, quand on parle de sa vie, c'est de voir dans quelle mesure on peut assurer cette transmission et ce savoir comme mode de fonctionnement aux générations nouvelles. Il y a des réflexions qui sont en cours. Certainement, on essaiera du mieux que l'on peut pour essayer de voir quel meilleur véhicule trouver pour essayer d'assurer une transmission de savoir, non pas en parlant d'une bibliothèque meublée, mais de voir la bibliothèque au sens même virtuel pour coller en fait aux réalités du développement actuel. Si je peux faire un témoignage rapide, la meilleure chose qu'en fait, comme patrimoine que notre père a pu nous donner, c'est, je pense, des leçons de courage et des leçons aussi de croyance aux valeurs auxquelles il croyait. C'est quelqu'un qui n'a jamais regretté ses choix. Ce n'était pas de la rigidité, je pense que c'était un choix et qui a toujours été vrai par rapport aux valeurs auxquelles il croyait. Il a fait ses choix et ça n'a jamais rendu aigri par rapport aux choix que les autres ont fait. C'est ça qu'il faut retenir. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de l'importance de donner un témoignage du vivant des gens. Je pense que si on s'inscrit dans sa pensée à lui, que le témoignage soit fait aujourd'hui, que ce soit fait posthume, peu importe. Ce sont les idées qui importent. Les personnes ne font que passer. Mon père est parti, mais j'ai beaucoup de pères dans la salle. Tous ces amis qui sont là, ce sont des papas. Merci beaucoup. Professeur Boubali n'a pas préféré prendre la parole, on comprend. Mais, dans la symbolique, nous lui demandons, professeur Boubali, nous vous demandons avec le professeur Cheikba de bien vouloir ensemble aller vers la plaquette. La découvrir symboliquement au nom de ce qui est de si beau et de si extraordinaire. Ensuite, on va vers le verre de l'amitié, en restant dans la pensée de Amadou Ali, en pensant dans le souci de ce pays de l'Afrique, et comme l'a dit le professeur Amity Diaw, en pensant à rendre hommage de leur vivant à ces hommes de valeur qui sont là et qui, grâce à qui aujourd'hui encore, on croit que l'Afrique pourra se faire par elle-même, mais à condition que le savoir soit propulé par ces hommes.
Sénégalais